Béatrice Fairfax se tenait devant le miroir dans la chambre de son défunt frère, ses mains tremblantes enroulant les bandes de lin autour de sa poitrine, les serrant assez fort pour aplatir les courbes qui la marquaient comme femme, comme autre, comme interdite dans le monde où elle s'apprêtait à entrer. Le bandage faisait mal, pressant contre ses côtes à chaque respiration, mais l'inconfort la stabilisait d'une certaine manière, lui rappelant que la douleur était temporaire tandis que la ruine était éternelle, et que sa famille était à 3 mois de tout perdre, à moins qu'elle ne puisse convaincre Sebastian Wentworth, le duc d'Ashford, de faire preuve de pitié pour les dettes que son père dépendant au jeu avait accumulées avant sa mort 6 mois plus tôt. Les vêtements de soirée d'Edmond flottaient sur sa silhouette plus menue. Et elle avait dû rembourrer les épaules avec de la ouate de coton pour créer l'illusion d'une carrure masculine, s'était exercée à baisser sa voix pendant des semaines jusqu'à ce que son registre ne se brise plus sur un ton féminin. Avait étudié la manière dont les hommes se déplaçaient dans le monde, les jambes écartées et les gestes amples, prenant de la place comme si elle leur appartenait de droit divin. Ses cheveux auburn, sa seule vanité, reposaient enroulés et épinglés à plat contre son crâne sous la casquette qu'elle tira bas sur ses yeux, et elle reconnut à peine le jeune gentilhomme qui la regardait depuis le miroir, la mâchoire serrée de détermination, même si ses mains tremblaient devant l'énormité de ce qu'elle s'apprêtait à tenter. L'Atherton Club se dressait comme l'un des bastions les plus exclusifs du privilège masculin à Londres, un lieu où les femmes n'existaient que comme sujet de conversation ou objet de poursuite, jamais comme des personnes à part entière. Et la découverte signifiait non seulement le scandale, mais une annihilation sociale complète pour elle-même et sa jeune sœur Charlotte, qui dépendait du mariage éventuel de Béatrice pour assurer son propre avenir. Mais le mariage exigeait une dot, et leur dot avait été jouée aux cartes et aux chevaux et dans des investissements insensés, ne laissant que des dettes qui s'aggravaient avec les intérêts chaque mois, des dettes détenues par un duc qui avait répondu à ses 3 demandes d'audience écrites par un silence si complet qu'il en était une forme de mépris à part entière. Alors elle irait à lui, franchirait les murs de sa forteresse, le forcerait à la voir même si elle devait se déguiser en l'un des siens pour y parvenir. La marche de sa modeste maison de ville jusqu'au club prit 20 minutes à travers les rues de Londres éclairées au gaz, et chaque pas ressemblait à une performance, les épaules en arrière, la démarche assurée, la tête haute, saluant d'un signe de tête sec les autres gentilshommes qui passaient, affectant l'arrogance blasée qui semblait être l'expression naturelle des hommes qui n'avaient jamais remis en question leur droit d'occuper l'espace. Le portier de l'Atherton Club lui jeta à peine un regard, et elle réalisa avec un sursaut que le déguisement fonctionnait parce que personne ne s'attendait à la tromperie. Parce que l'idée qu'une femme puisse infiltrer cet espace était si impensable que même une performance médiocre réussirait là où la perfection pourrait attirer les soupçons. À l'intérieur, le club se révéla être tout ce qu'elle avait imaginé, et pire encore, tout en boiseries sombres et fauteuils de cuir, épais de fumée de cigares qui flottaient dans l'air comme le privilège masculin rendu visible, le grondement des rires masculins et des discussions politiques créant un bourdonnement de fond constant qui parlait d'un pouvoir exercé sans question. Des lampes-agues projetaient une lumière ambrée sur les tables de billard au feutre vert où des fortunes changeaient de main sur des jeux traités comme un divertissement anodin, où les hommes se tenaient avec des carafes en cristal de Porto et de brandy, où l'air lui-même semblait lourd de la supposition que c'était ainsi que le monde devait être, que cette séparation des sphères était naturelle plutôt que construite. Elle trouva Sebastian Wentworth dans la plus grande salle de billard, entouré d'une demi-douzaine d'admirateurs qui le regardèrent jouer, et même de l'autre côté de la pièce, elle pouvait voir pourquoi la société l'appelait le célibataire le plus convoité d'Angleterre, grand et aux cheveux sombres, avec le genre de traits aristocratiques qui semblait sculpté plutôt que né, se déplaçant avec la confiance fluide de quelqu'un qui n'avait jamais douté de son accueil où que ce soit.
Il expliquait un coup à un jeune gentilhomme, sa voix portant ce ton particulier de supériorité amusée qui fit se crisper la mâchoire de Béatrice, et quand elle s'approcha et s'éclaircit la gorge, baissant sa voix à son registre exercé, il ne leva même pas les yeux de la table, agita simplement une main pour la congédier, comme si elle était une domestique plutôt qu'une suppliante. « Votre grâce, » dit-elle, « je viens au nom de la famille Fairfax concernant des dettes de 10 000 livres dues à votre domaine. » Sa queue frappa la bille avec un claquement sec qui résonna dans la pièce soudainement silencieuse, et ce n'est qu'alors qu'il se redressa, sans toujours la regarder directement, son expression d'un ennui aristocratique qui suggérait que sa simple existence était un inconvénient qu'il ne devrait pas avoir à supporter. « Dites à la fille Fairfax de vendre ses bijoux, » dit-il, examinant le procédé de sa queue avec plus d'attention qu'il n'en avait accordé à ses paroles. « Je n'ai pas de temps pour les histoires larmoyantes de famille qui ne peuvent gérer leurs affaires avec une compétence élémentaire. » La cruauté désinvolte de ce geste, le renvoi sans même la courtoisie d'un contact visuel, envoya une bouffée de chaleur dans sa poitrine, la fureur se mêlant au désespoir dans une combinaison qui consuma toute prudence. « Alors peut-être prendrez-vous le temps pour un peu de sport, » dit-elle, et cette fois sa voix sortit plus stable, plus claire, projetée pour traverser la pièce. « Une partie. Votre grâce. Si je gagne, vous annulez la moitié de la dette. Si vous gagnez, je trouverai un moyen de doubler nos paiements d'ici 1 an. » Cela attira enfin son attention, ses yeux sombres se levant vers son visage, et elle vit le moment exact où il l'aperçut comme quelque chose de plus qu'une irritation mineure. Vit son regard parcourir ses vêtements d'emprunt et ses traits trop jeunes, vit le sourire narquois qui courba sa bouche avec quelque chose qui aurait pu être de l'amusement ou du mépris. Audacieux pour un genou qui semble à peine en âge de se raser, dit-il, mais il posait sa queue actuelle et en choisissait une autre sur le râtelier mural, choisissant avec le soin de quelqu'un qui prenait ses jeux au sérieux, même quand il prétendait le contraire. Très bien. Préparez-vous à ruiner davantage votre famille. Bien que j'avoue être curieux de savoir quel genre d'idiot vous a appris à penser que vous pouviez rivaliser à un jeu de gentilhomme. Les autres hommes dans la pièce se rapprochaient maintenant, attirés par la perspective du divertissement, leur visage montrant le même genre d'anticipation que des spectateurs pourraient apporter à une exécution publique, et Béatrice sentit le poids de leur attention comme une pression physique contre sa peau. Elle choisit sa queue avec soin, testant le poids et l'équilibre, la faisant rouler sur la table pour vérifier qu'elle n'était pas voilée, faisant toutes les choses qu'Edmund lui avait apprises pendant ces longs après-midi, où elle était encore assez jeune pour croire que l'habileté et le dévouement importaient plus que le genre, quand son frère avait ri et dit qu'elle avait un don naturel pour voir les angles que la plupart des joueurs mettaient des années à développer. Sébastien crayait sa queue avec un soin élaboré, arborant toujours ce sourire narquois, et quand il la regarda de nouveau, elle ne vit dans ses yeux que la certitude aristocratique de la victoire, la conviction absolue d'un homme qui n'avait jamais imaginé qu'il pourrait perdre contre quelqu'un qu'il considérait comme inférieur à lui à tous égards possible. La partie commença par un tir de placement pour décider de la casse, et quand sa bille s'arrêta à 3 pouces plus près de la bande inférieure que la sienne, elle vit une lueur de surprise traverser son visage avant que ce masque d'amusement blasé ne se réaffirme. « Peut-être avez-vous eu un peu d'entraînement après tout, » concéda-t-il, « mais l'entraînement et le talent sont des choses entièrement différentes, et je n'ai jamais perdu contre un adversaire de votre jeunesse et inexpérience apparente. » Elle ne répondit pas, ne pouvant faire confiance à sa voix pour ne pas trembler sous l'effet de la peur, de la rage et de l'espoir désespéré qui la submergeaient alors qu'elle se penchait sur la table pour sa casse d'ouverture, sentant le poids de tous ses yeux masculins dans son dos, sachant que la découverte signifiait la ruine, mais sachant aussi que la survie de sa famille dépendait de sa victoire dans cette partie contre un homme qui les avait congédiés,
avec moins de réflexion qu'il n'en accordait au choix de son porto du soir. Les billes se dispersèrent avec un claquement pareil au tonnerre, et 2 billes pleines tombèrent dans les poches, et elle se redressa pour trouver Sebastian Wentworth la regardant, avec quelque chose de nouveau dans son expression, quelque chose qui aurait pu être le premier frémissement d'une véritable attention, comme si elle venait de se transformer de meuble en personne dans sa perception aristocratique. Le jeu avait commencé, et avec lui l'effilochage de leurs 2 mondes bien ordonnés, bien qu'aucun d'eux ne le sût encore. Sébastien joua son premier coup avec la confiance désinvolte d'un homme qui n'avait jamais sérieusement douté de sa supériorité en quoi que ce soit, sa posture lâche et détendue, alors qu'il empochait 2 billes en succession rapide. Mais Béatrice vit le léger élargissement de ses yeux quand elle répondit par un coup combiné, qui envoya 3 billes, exactement là où elle le voulait, les angles calculés avec la précision géométrique qu'Edmund lui avait inculquée durant ses longs après-midi, où le reste du monde semblait déterminé à lui apprendre que l'accomplissement féminin signifiait aquarelle et piano plutôt que mathématiques et stratégie. La salle avait été remplie du faible grondement des conversations masculines et du tintement du cristal, mais à mesure que le jeu progressait, quelque chose changea dans l'atmosphère. Un apaisement progressif qui se propagea comme des ondulations dans un étang jusqu'à ce que les seuls sons soient le claquement de la queue contre la bille, le murmure du feutre, le bruit sourd des billes tombant dans les poches avec l'inévitabilité de conséquences soigneusement planifiées. La posture de Sébastien changea en premier, passant de cette nonchalance aristocratique à quelque chose de plus concentré, ses mouvements devenant précis plutôt que désinvoltes, alors qu'il commençait à réaliser que son adversaire n'était pas un jeune impétueux faisant des coupes de chance, mais plutôt quelqu'un qui comprenait la géométrie de la table avec une clarté presque mathématique, quelqu'un qui pouvait voir 3 coups à l'avance et planifier en conséquence. Où un fils de gentilhomme a-t-il appris à jouer comme ça? Demanda-t-il. Et il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix maintenant. Pas tout à fait du respect, mais peut-être le début d'une véritable attention, la reconnaissance qu'il avait peut-être sous-estimé ce à quoi il faisait face. De quelqu'un qui croyait que l'habileté importe plus que le titre. Répondit-elle, sans lever les yeux de la table alors qu'elle alignait son prochain coup. Un renvoi difficile sur 2 bandes qu'il aurait été plus sûr d'éviter, mais qui la laisserait parfaitement positionnée pour le jeu suivant, si elle pouvait l'exécuter correctement. Ses mains étaient instables maintenant, d'une manière qu'elles n'avaient pas été quand elle se bandait la poitrine ou marchait dans les rues de Londres, car c'était la seule arène où elle s'était toujours sentie vraiment capable, où le genre disparaissait dans la géométrie et la physique pure, où la voix d'Edmund résonnait encore dans sa mémoire, disant que les meilleurs joueurs étaient ceux qui pouvaient imaginer des possibilités que personne d'autre ne pouvait voir. Le coup alla exactement où elle le voulait, et elle entendit Sébastien expirer, un son qui aurait pu être de la frustration ou de l'admiration, ou quelque chose de plus compliqué, et quand elle jeta un coup d'œil à son visage, elle vit que ses yeux s'étaient plissés, qu'il l'étudiait plus attentivement maintenant, son regard parcourant ses mains, qui étaient peut-être trop délicates pour celles d'un jeune homme, ses mouvements qui étaient peut-être trop gracieux pour être entièrement masculins, malgré ses efforts pour imiter les gestes anguleux qu'elle avait observés. Le jeu devint alors électrique, chaque coup répondant à une difficulté croissante, l'amusement blasé de Sébastien se transformant en une concentration véritable, puis en quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qui ressemblait presque à de la fascination, alors qu'il la regardait calculer les angles et exécuter des stratégies que la plupart des joueurs n'auraient jamais tentées. Les membres du club qui s'étaient rassemblés pour regarder tombèrent complètement silencieux, et Béatrice n'était consciente d'eux que comme une pression au bord de sa vision. Toute son attention concentrée sur le feutre vert et les billes restantes et l'homme de l'autre côté de la table, dont l'expression était passée du mépris au calcul, puis à quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Elle menait de 3 points avec 4 billes restantes quand elle tenta le coup le plus difficile de la partie, un massé
qui nécessitait de frapper la bille de choc avec un effet si extrême qu'elle contournait la bille de blocage de Sébastien pour empocher sa cible dans la poche de coin, et elle sentit la présence d'Edmund en le faisant, sentit sa main sur la sienne comme elle l'avait été quand il lui avait appris ce coup pour la première fois, entendit son rire quand la bille tomba proprement et la laissa parfaitement positionnée pour sa dernière bille. Sébastien manqua son coup suivant, et elle vit sa main trembler légèrement alors qu'il s'éloignait de la table, vit le muscle tressaillir dans sa mâchoire, ce qui suggérait qu'il était en train de traiter quelque chose de plus que la simple perte d'une partie. Et quand elle empocha sa dernière bille, la pièce éclata dans un chaos de voix qu'elle enregistra à peine à travers le rugissement dans ses oreilles. Elle avait gagné, avait réellement gagné. Et pendant un moment parfait, elle oublia tout sauf le triomphe de cet instant, la preuve que l'habileté importait plus que les circonstances, qu'elle était aussi capable qu'elle l'avait toujours cru malgré ce que le monde insistait. Elle se redressa de la table et leva la main pour essuyer la sueur de son front, et c'est alors que le désastre frappa, quand sa casquette s'accrocha à sa manche et se détacha, quand ses cheveux auburn soigneusement épinglés tombèrent sur ses épaules en une cascade qui ne pouvait être confondue avec rien d'autre que féminine. Le silence qui suivit fut absolu. Une pause choquée comme le souffle avant le tonnerre, puis la pièce explosa en cris, les chaises raclant le sol, les hommes se précipitant en avant avec des expressions allant de l'indignation à une excitation prédatrice. « Une femme », beugla Lord Whitmore, son visage empourpré par le porto et la fureur. « Une femme à l'Atherton Club, c'est inadmissible. Nous devons la saisir et appeler les autorités immédiatement. C'est une violation de tous les principes décents. » Le triomphe de Béatrice se vida pour laisser place à une terreur si complète qu'elle ne pouvait ni bouger, ni penser, ne pouvait que rester figée alors que les hommes avançaient sur elle comme une meute de loups qui avaient senti le sang, et elle sut avec une certitude absolue que sa vie telle qu'elle l'avait connue était terminée, que le scandale la détruirait non seulement elle, mais aussi Charlotte, que son pari désespéré avait échoué de la pire manière possible. Mais alors Sébastien bougea, s'interposant entre elle et les membres du club qui avançaient avec une vitesse qui suggérait un entraînement militaire, son corps une barrière entre elle et la foule, et quand il parla, sa voix portait le genre de commandement qui venait de générations d'autorités aristocratiques, l'attente absolue d'obéissance que les ducs maniaient comme une arme. « Touchez-la, Whitmore, et vous me répondrez, » dit-il, et quelque chose dans son ton fit faire une pause aux hommes. Leur fit se souvenir que Sébastien Wentworth n'était pas simplement leur égal, mais leur supérieur dans la hiérarchie complexe de l'aristocratie anglaise. La pause lui donna l'ouverture dont il avait besoin, et il se tourna pour faire face à Béatrice, et elle vit quelque chose dans ses yeux qui aurait pu être du calcul ou quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qui ressemblait presque à la reconnaissance d'une âme sœur, comme s'il avait vu en elle quelque chose qu'il cherchait sans le savoir. « Messieurs, » annonça-t-il, sa voix projetée pour traverser la pièce, « vous venez de me voir perdre contre ma future duchesse. Mademoiselle Fairfax, me ferez-vous l'honneur de devenir ma femme ?» Les mots la frappèrent comme un coup physique, et pendant un moment, elle ne put les traiter. Ne put concilier l'étranger aristocratique qui avait rejeté sa demande avec une cruauté désinvolte, avec l'homme qui la demandait maintenant en mariage devant le rassemblement le plus exclusif de la puissance masculine de Londres. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » réussit-elle à dire, sa voix sortant essoufflée et plus aiguë qu'elle ne l'avait prévu, toute sa performance masculine soigneusement construite brisée en même temps que son déguisement. « Je n'ai jamais été plus sérieux, » répondit-il, et il y avait quelque chose dans son expression qui suggérait qu'il le pensait. Bien que ce soit par honneur, par amusement, ou par une motivation plus compliquée, elle ne pouvait commencer à le deviner. « Dites oui ou faites face au scandale. Je vous offre un choix. » Ce n'était pas vraiment un choix, ils le savaient tous les deux, car l'alternative était une ruine si complète
que même la mort pourrait être préférable, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il le formulait, dans la façon dont il se tenait entre elle et la foule hostile, qui suggérait qu'il comprenait exactement ce qu'il lui prenait, même en lui offrant le sauvetage. Les lampes à gaz semblèrent s'éclaircir, les mettant en lumière dans un tableau qui serait l'objet de commérages dans les salons de tout Londres en quelques heures, le duc et la femme qui avaient osé infiltrer un sanctuaire masculin, qu'il avait battu à son propre jeu en territoire interdit, et Béatrice sentit le poids de tous ces yeux qui regardaient, tous ces visages choqués, certains scandalisés et d'autres presque intrigués, comme s'ils assistaient à quelque chose d'inédit et ne pouvaient pas tout à fait décider si c'était un désastre ou un divertissement. Elle regarda la main tendue de Sébastien, le visage qui ne montrait rien d'autre qu'une certitude aristocratique malgré ce qui devait bouillonner sous cette surface soignée, et elle pensa à Charlotte qui attendait à la maison, au domaine qui serait perdu en quelques mois, au fait qu'elle avait tout misé et tout perdu malgré sa victoire au jeu. « Oui », s'entendit-elle dire, le mot arraché de sa gorge par la nécessité plutôt que par le désir. « Oui, je vous épouserai. » La pièce éclata de nouveau, mais cette fois le chaos semblait différent, comme si le récit était passé du scandale au spectacle, du crime à la romance, le genre d'histoire que la société remodèlerait en une forme acceptable par la pure force de la volonté collective. La main de Sébastien se referma sur la sienne, chaude et stable, et elle sentit le tremblement de ses propres doigts, la terreur, la confusion et le soulagement désespéré se mélangeant jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus séparer une émotion de l'autre. Il l'attira plus près, pas tout à fait une étreinte, mais assez près pour qu'elle puisse sentir son dos de Cologne, quelque chose de cher et de subtil qui parlait d'un monde si éloigné du sien qu'ils auraient pu être de différentes espèces, et quand il parla de nouveau, sa voix était assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Je vous expliquerai tout, » dit-il. « Mais pour l'instant, croyez que je vous offre la sécurité, même si je ne peux pas vous offrir le choix. » Elle voulait argumenter, voulait exiger des explications immédiatement, voulait se déchaîner contre le fait qu'elle s'était libérée d'un piège pour tomber dans un autre, mais la foule se pressait maintenant, les voix s'élevant en félicitations et en spéculations. Et Sébastien la guidait vers la porte avec une main au creux de son dos, se frayant un chemin à travers le chaos par la pure force de sa volonté aristocratique. La dernière chose qu'elle vit en quittant la salle de billard fut la table au feutre vert, où elle avait tout gagné et tout perdu en l'espace d'une seule partie, où les leçons de son frère s'étaient avérées à la fois un triomphe et un désastre, où sa vie avait irrévocablement changé de manière qu'elle ne pouvait pas encore commencer à comprendre. Et elle sut avec une certitude absolue que plus rien ne serait jamais comme avant. Le trajet en calèche jusqu'à la maison de ville de Sébastien se passa dans un flou de rues éclairées au gaz et de sa propre respiration saccadée, et Béatrice s'assit aussi loin de lui que l'espace confiné le permettait, son manteau d'emprunt serré autour de ses épaules, bien que la nuit ne fût pas particulièrement froide. Le tremblement de ses mains n'ayant rien à voir avec la température et tout à voir avec la dissolution complète de la vie qu'elle avait connue quelques heures auparavant. Sébastien ne dit rien pendant le trajet, se contentant de l'observer avec cette expression indéchiffrable qui aurait pu être de l'inquiétude, du calcul ou une évaluation aristocratique de marchandises endommagées, et elle le détestait pour son silence presque autant qu'elle se détestait, pour la gratitude désespérée qui luttait avec sa fureur, car il l'avait sauvée tout en la piégeant, avait offert un sauvetage qui semblait indiscernable d'une capture. Sa maison de ville s'élevait devant eux comme un monument à tout ce qu'elle ne serait jamais, tout en pierre blanche et proportions parfaites, le genre d'adresse qui apparaissait dans les annonces de mariage et les chroniques mondaines, qui parlaient d'une richesse si ancienne qu'elle s'était calcifiée en supposition plutôt qu'en accomplissement, et quand il l'aida à descendre de la calèche, son contact fut impersonnel, prudent,
comme si elle était une cargaison précieuse mais fragile qui pourrait se briser si elle était malmenée. À l'intérieur, le hall d'entrée s'étendait vers des ombres ponctuées par plus de lampes à gaz que sa maison familiale n'en possédait en toute, et des domestiques se matérialisèrent avec l'efficacité silencieuse de ceux qui sont formés pour anticiper les besoins aristocratiques avant qu'ils ne soient exprimés, prenant le manteau et la casquette de son frère sans commentaire, bien que leurs yeux trahissent leur choc face à sa tenue masculine. Sébastien parla à voix basse à sa gouvernante, une femme plus âgée dont le visage ne montrait rien d'autre qu'une courtoisie professionnelle, malgré ce qui devait être une curiosité immense. Et en quelques minutes, Béatrice se retrouva dans une chambre d'amis, aidée à enfiler des vêtements féminins corrects, empruntés à la sœur cadette de Sébastien, qui était opportunément en visite chez des amis à Bath et ne remarquerait pas l'absence d'une seule robe de sa vaste garde-robe. La robe était magnifique, tout en soie ivoire et dentelle délicate, mais elle flottait sur la silhouette plus menue de Béatrice et lui donnait l'impression d'être une enfant jouant à se déguiser dans les vêtements de sa mère, une petite fille prétendant appartenir à un monde qui la verrait toujours comme une intruse plutôt qu'une égale. Quand elle se rendit enfin au bureau de Sébastien, escortée par une femme de chambre qui frappa, puis disparut avec la discrétion de domestiques bien entraînés, elle le trouva debout devant le feu avec un verre de brandy à la main, portant toujours ses vêtements de soirée du club. Et la vue de lui dans son habitat naturel, entouré de livres reliés en cuir, de trophées de chasse et de tous les symboles accumulés du pouvoir et du privilège masculin, fit monter sa fureur, chaude et étouffante, dans sa gorge. « C'est une plaisanterie pour vous, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix tremblante malgré ses efforts pour la contrôler, refusant d'avancer plus loin dans la pièce, refusant de s'asseoir dans le fauteuil qu'il lui indiquait, refusant d'accepter le brandy qu'il lui offrait. Une farce, le duc qui a capturé l'intruse joueuse de billard. Quelle histoire vous aurez à raconter lors de votre prochain dîner? Son expression ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux sombres, quelque chose qui aurait pu être de l'irritation ou du respect pour son refus d'être apaisé. Si je voulais une plaisanterie, Mademoiselle Fairfax, j'aurais laissé Whitmore appeler le magistrat, dit-il, sa voix égale et froide. Vous seriez à Newgate dès le matin, accusé d'intrusion et de fraude, et le nom de votre famille serait si complètement détruit que votre sœur ne ferait jamais un mariage respectable. Alors je devrais vous remercier pour cette prison à la place, répliqua-t-elle amèrement, commençant à faire les 100 pas, car rester immobile lui semblait impossible, car l'énergie qui la parcourait avait besoin d'un exutoire où elle la déchirerait de l'intérieur. Vous avez échangé une forme de captivité pour une autre, la dette pour le mariage, l'obligation financière pour un lien légal, et je suis censée être reconnaissante que vous m'ayez sauvé des conséquences de mes propres actions désespérées. Il la regarda arpenter la pièce avec la même expression indéchiffrable, se prélassant dans son fauteuil avec une nonchalance trompeuse qu'elle reconnaissait maintenant comme une performance, une construction soignée d'aisance aristocratique qui cachait ce qu'il pensait réellement. « Je vous offre la libération de la dette et mon nom, » dit-il. « Ce que vous en ferez est votre choix. » Mais ce n'était pas vraiment un choix, ils le savaient tous les deux, car le scandale la suivrait de toute façon maintenant. La femme qui avait infiltré l'Atherton Club en tenue masculine, qui avait battu le duc au billard et en était ressortie fiancée plutôt que ruinée, et la société observerait leur mariage avec l'attention avide habituellement réservée aux exécutions publiques ou aux mariages royaux. « Alors je choisis un mariage de pure forme, » dit-elle, arrêtant sa marche pour lui faire face directement, levant le menton malgré les larmes qui menaçaient au coin de ses yeux, des larmes de colère qu'elle ne laisserait pas couler devant lui. Un an, puis une séparation discrète. Vous avez votre divertissement, quel que soit l'amusement que vous tirez de la capture de l'inhabituelle Mademoiselle Fairfax, et j'obtiens la survie de ma famille. Nous remplirons le strict minimum des attentes publiques,
et nous nous séparerons ensuite avec nos dignités respectives intactes. Quelque chose vacilla dans ses yeux alors, quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur ou peut-être de la déception, bien qu'elle ne pût comprendre pourquoi il serait déçu par sa proposition tout à fait raisonnable. « D'accord, dit-il, et la facilité de son acceptation l'a mis irrationnellement en colère. Comme si une partie d'elle avait voulu qu'il argumente, qu'il insiste sur un vrai mariage, qu'il suggère que leur arrangement pourrait être plus qu'une convenance mutuelle. À une condition, continua-t-il, posant son verre de brandy et se levant de son fauteuil avec une grâce fluide. Vous devez m'apprendre comment vous jouez vraiment, plus de faux semblants pour préserver la fierté masculine, plus de retenue pour que votre adversaire se sente supérieur. Je veux apprendre à voir la table comme vous le faites. » Elle le dévisagea, complètement prise au dépourvu par cette demande qui n'avait aucun sens dans le contexte de leurs fiançailles forcées. « Pourquoi voudriez-vous cela ?» demanda-t-elle, soupçonnant que c'était une sorte de piège, une façon de se moquer d'elle davantage en feignant de s'intéresser à l'habileté qui avait causé sa chute. « Parce que j'ai perdu à des jeux bien plus importants que le billard, » dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix maintenant qui suggérait qu'il était honnête, ou du moins plus honnête qu'il ne l'avait été jusqu'à ce moment. « Et je soupçonne que vous connaissez des stratégies que je n'ai jamais envisagées, des façons de voir des possibilités que mon éducation coûteuse et ma formation aristocratique n'ont pas réussi à m'enseigner. » L'aveu la surprit. Cette fissure dans son armure aristocratique, cette suggestion qu'il n'était peut-être pas aussi entièrement confiant et satisfait de lui-même qu'il en avait l'air, et elle se retrouva à étudier son visage plus attentivement, cherchant des signes de tromperie ou de moquerie, mais trouvant à la place quelque chose qui ressemblait presque à un intérêt sincère. « Très bien, » dit-elle lentement. « Je vous apprendrai à jouer, et vous libérerez ma famille de nos dettes. Nous maintiendrons l'apparence de fiançailles et de mariage pendant 1 an, puis nous nous séparerons discrètement, en invoquant l'incompatibilité ou toute autre excuse que la société trouvera la plus acceptable. » Il hocha la tête et se dirigea vers son bureau, sortant un lourd registre et plusieurs documents d'aspect officiel qu'elle reconnut même de loin comme les reconnaissances de dettes que son père avait signées, les contrats qui avaient pesé sur sa famille comme une épée suspendue par un fil de plus en plus effiloché. Il les porta jusqu'à la cheminée et les tint au-dessus des flammes, la regardant ce faisant, et elle vit le feu se refléter dans ses yeux sombres alors que les papiers prenaient feu et commençaient à se recroqueviller en cendres, alors que la signature de son père et les sommes impossibles et tout le poids de l'obligation financière se transformaient en fumée et en souvenir. Elle aurait dû ressentir du soulagement, aurait dû ressentir un triomphe en voyant ses chaînes détruites, mais au lieu de cela, elle ne ressentit qu'un étrange vide, comme si elle avait échangé une forme de captivité pour une autre et ne pouvait pas encore calculer si elle avait gagné ou perdu dans l'échange. La robe empruntée flottait sur sa silhouette, la rendant aiguement consciente de son inadéquation à ce monde de soie, de domestique et de richesse désinvolte. Et quand Sébastien s'approcha d'elle avec son mouchoir, ayant clairement l'intention de le lui offrir pour les larmes qui coulaient maintenant sur son visage, malgré tous ses efforts pour les contrôler, elle recula brusquement, incapable de supporter sa gentillesse ou sa pitié, ou quelle que soit la motivation derrière sa courtoisie soignée. Son expression vacilla alors, quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, de la curiosité ou du calcul, et il arrêta son approche, respectant son retrait, même si sa main restait tendue avec le linge offert. Dehors, par les fenêtres du bureau, la pluie avait commencé à tomber, tapotant contre les vitres avec le genre de rythme régulier qui suggérait qu'elle continuerait toute la nuit, effaçant les dernières traces de qui elle avait été avant ce soir, avant la partie de billard et la révélation et la demande en mariage qui l'avaient sauvée et piégée à parts égales. Le bureau semblait à la fois intime et vaste, le cuir et l'acajou se refermant sur elle, alors même que les bibliothèques s'étendaient vers l'ombre,
et elle était aiguement consciente d'être seule avec lui d'une manière qui aurait été complètement inappropriée quelques heures auparavant, mais qui était maintenant en quelque sorte sanctionnée par leur fiançailles, par le fait que la société s'attendrait à ce qu'ils passent du temps ensemble, à apprendre les habitudes et les préférences de l'un et l'autre, à accomplir les rituels de la cour même s'ils savaient, tous deux, que c'était une fiction construite pour transformer le scandale en romance. « Vous devriez vous reposer », dit finalement Sébastien, sa voix douce d'une manière qui lui donnait envie de se déchaîner contre lui ou de pleurer, ou les deux. « Ma gouvernante vous a préparé une chambre, et le matin, nous enverrons un mot à votre famille, et ferons en sorte que vos affaires soient apportées ici. Les fiançailles seront annoncées dans le Times d'ici l'après-midi, et le soir, tout Londres discutera de la façon dont le duc d'Ashford a été si captivé par l'habileté d'une femme au billard qu'il l'a demandé en mariage sur le champ. Ils en feront une histoire romantique, transformeront notre piège mutuel en une histoire d'amour, et nous sourirons et accepterons leurs félicitations et jouerons nos rôles jusqu'à ce que le rideau puisse enfin tomber. » Elle hocha la tête, trop épuisée soudainement pour argumenter, trop vidée par la violence émotionnelle des dernières heures pour faire autre chose qu'accepter ses directives. Et quand il ouvrit la porte du bureau et appela une femme de chambre pour l'escorter jusqu'à sa chambre, elle y alla sans protester, ne se retournant qu'une seule fois pour le voir debout devant le feu. Les papiers de dette brûlés n'étant plus que des cendres dans l'âtre, son expression indéchiffrable alors qu'il la regardait partir. La chambre d'amis était magnifique, tout en crème et or avec un lit à baldaquin qui aurait pu accueillir confortablement 4 personnes, et elle congédia la femme de chambre et se tint à la fenêtre, regardant la pluie strier la vitre, essayant de comprendre comment sa manœuvre désespérée pour sauver sa famille s'était transformée en cette étrange nouvelle captivité. Elle avait gagné la partie, avait battu Sébastien au billard devant des témoins qui ne pourraient jamais nier son habileté, avait prouvé qu'elle était aussi capable que n'importe quel homme si on lui donnait les mêmes opportunités, mais la victoire n'avait pas apporté la liberté, mais une autre sorte de lien, un mariage qui durerait un an et les libérerait ensuite tous les deux vers les avenirs séparés qu'ils pourraient construire à partir des décombres de cette nuit. L'aube se glissait à travers les rideaux quand elle monta enfin dans l'énorme lit, portant toujours la robe de soie empruntée, car elle n'avait rien d'autre. Et alors qu'elle dérivait vers un sommeil épuisé, elle se demanda si Sébastien était également éveillé dans une autre partie de cette immense maison, s'il regrettait sa demande en mariage impulsive, ou s'il calculait comment tirer le meilleur parti d'une situation gênante, s'il se sentait aussi piégé qu'elle, ou si tout cela n'était qu'un autre jeu pour lui. Une stratégie de plus dans la partie d'échecs compliquée de la vie aristocratique qu'elle commençait seulement à comprendre. Ils se retirèrent à Ashford Park 3 jours après l'annonce des fiançailles, fuyant la curiosité avide de Londres pour le sanctuaire relatif du domaine de campagne de Sébastien, et Béatrice passa la première semaine à explorer les terres et à éviter son futur mari, sauf au repas, où il maintenait le genre de conversation polie et distante que des étrangers pourraient échanger lors d'un dîner, discutant du temps, du paysage et de rien de substantiel. La salle de billard occupait l'aile est du manoir, plus petite et plus intime que l'espace caverneux de l'Atherton Club, avec de hautes fenêtres donnant sur des jardins où l'automne commençait à s'affirmer par des éclats d'or et de cramoisie. Et quand elle arriva pour leur première leçon, elle trouva Sébastien déjà là, debout dans une posture militaire à côté de la table. Son expression soigneusement neutre. Elle avait préparé un discours sur les règles et les attentes, sur le maintien d'une distance professionnelle pendant l'instruction, mais les mots moururent dans sa gorge quand elle vit comment il se tenait, tout en formalité rigide et contrôle aristocratique, et elle réalisa avec une clarté soudaine qu'il était aussi mal à l'aise avec cet arrangement qu'elle, que son aisance apparente était autant une performance que sa propre courtoisie soignée. Ils maintinrent une distance de 3 pieds pendant cette première leçon,
les instructions de Béatrice froidement techniques, alors qu'elle expliquait les angles, les faits, et comment calculer la trajectoire de la bile de choc après l'impact. Et Sébastien écoutait avec l'attention concentrée de quelqu'un recevant des ordres militaires. Exécutant chaque coupe avec précision, mais sans réelle compréhension des raisons pour lesquelles certaines stratégies fonctionnaient mieux que d'autres. « Vous jouez comme si vous suiviez une recette », lui dit-elle, après qu'il eut manqué un coup combiné facile pour la 3e fois. Le billard ne consiste pas à mémoriser des positions, il s'agit de comprendre des principes et de voir ensuite comment ils s'appliquent à chaque situation unique. Il avait froncé les sourcils à cela, clairement frustré par ses propres limites, et elle avait ressenti une lueur de sympathie importune pour cet homme habitué à l'excellence dans tout ce qu'il entreprenait, qui découvrait que le talent naturel et une instruction coûteuse ne pouvaient mener que jusqu'à un certain point. La 2e leçon se déroula de la même manière, formelle et distante. Elle démontrant des coups pendant qu'il regardait, puis tentait de les reproduire, avec plus ou moins de succès. Et elle se disait que c'était exactement ce qu'elle voulait, un arrangement purement transactionnel où elle remplissait son obligation de lui enseigner et il remplissait son obligation de la protéger du scandale. Et dans 1 an, ils se sépareraient en connaissances cordiales qui ne s'étaient jamais vraiment connues. Mais pendant la 3e leçon, quelque chose changea. Un changement indéfinissable dans l'atmosphère que Béatrice ne put identifier jusqu'à ce que Sébastien réussisse un renvoi impossible qu'elle lui avait enseigné. Le genre qui exigeait de visualiser des angles qui semblaient contre-intuitifs. Et il rit avec un plaisir sincère de son succès. Leçon si inattendue et si peu gardée qu'elle se surprit à sourire en réponse, avant de pouvoir s'en empêcher. « C'était parfait, dit-elle, et elle le pensait, car le coup avait été vraiment impressionnant, montrant qu'il commençait à intérioriser les principes plutôt qu'à simplement mémoriser des positions. Vous commencez à voir la table différemment maintenant, à comprendre que ce qui semble impossible est souvent juste inattendu. » Son visage se transformait quand il riait, remarqua-t-elle. Toute cette distance aristocratique se dissolvant en quelque chose de plus chaleureux et de plus humain, et elle sentit ses propres murs soigneusement érigés commencer à se fissurer malgré tous ses efforts pour les maintenir. Au cours des semaines suivantes, les leçons devinrent moins formelles, la distance de 3 pieds se réduisant à 2 pieds. Puis à la proximité nécessaire pour une instruction correcte, et Béatrice se surprit à oublier d'être sur ses gardes lorsqu'elle expliquait la stratégie, son enthousiasme pour le jeu l'emportant sur sa détermination à rester distante et professionnelle. « Vous jouez comme si vous aviez peur d'échouer », lui dit-elle lors de leur 5e leçon, quand il choisit un coup sûr plutôt qu'un coup risqué qui aurait été bien plus efficace. Ce coup exige de la confiance, exige de croire que vous pouvez le réussir, même quand la logique suggère le contraire. La confiance, dit-il, et il y avait quelque chose de tranchant dans sa voix, venant de la femme qui a dû se déguiser en homme pour se faire entendre. Les mots la piquèrent, et elle sentit la chaleur envahir son visage, sentit la colère familière monter à ce rappel de son humiliation. « Je me suis déguisée parce que votre monde refuse de voir les femmes comme autre chose que des ornements, » répliqua-t-elle, sa voix tendue d'une fureur à peine contenue. « Parce que je savais qu'entrer dans ce club en étant moi-même aurait entraîné un renvoi immédiat, que mon habileté et les besoins de ma famille importeraient moins que le fait que je n'avais pas l'anatomie adéquate pour être prise au sérieux. » Il resta silencieux un long moment, et quand elle regarda enfin son visage, elle y vit quelque chose qui aurait pu être de la honte, de la reconnaissance ou les deux. « Vous avez raison, » dit-il doucement. « Je m'excuse, c'était injuste. » Une autre pause, plus longue cette fois, puis « Apprenez-moi à jouer comme vous, comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. » La demande la surprit, par son honnêteté, et elle se retrouva à l'étudier plus attentivement, voyant au-delà de l'armure aristocratique quelque chose de plus vulnérable. « Très bien, » dit-elle, et elle commença à lui enseigner non seulement la technique, mais aussi la philosophie.
expliquant comment Edmund avait toujours dit que les meilleurs joueurs étaient ceux qui pouvaient imaginer des possibilités que personne d'autre ne voit, qui pouvaient regarder une table pleine d'obstacles et y voir des opportunités. Sébastien se révéla être un élève rapide une fois qu'il cessa d'essayer de suivre les règles rigides du jeu de gentilhomme, une fois qu'il s'autorisa à prendre des risques et à tenter des coups que la sagesse conventionnelle disait impossibles. Et elle ressentit une fierté importune pour ses progrès. Pour la façon dont son visage s'illuminait quand il exécutait une combinaison particulièrement difficile ou quand il comprenait enfin pourquoi un angle non conventionnel fonctionnait mieux que l'approche évidente. Pendant les leçons, ils commencèrent à parler réellement, non pas les conversations polies et vides de leur dîner formel, mais de véritables échanges sur leur vie, leurs pertes et les manières dont ils avaient appris à survivre dans un monde qui semblait déterminé à les faire entrer dans des cases qui ne leur correspondaient pas tout à fait. Elle apprit que ses parents étaient morts dans un incendie quand il avait 19 ans, qu'il était devenu duc bien trop jeune, avec des responsabilités pour lesquelles il se sentait complètement impréparé, que son arrogance et son comportement rigide ne venaient pas d'une supériorité naturelle, mais d'une peur désespérée de paraître incompétent, d'échouer à l'héritage qui lui avait été imposé avant qu'il ne soit prêt. Il apprit qu'elle gérait le domaine de sa famille depuis des années. Après que son père fut tombé dans la dépendance au jeu suite à la mort de sa mère, que son frère Edmund était mort dans un accident d'équitation 2 ans auparavant, que son habileté au billard venait de ses longs après-midi où Edmund l'emmenait dans leur vieille grange pour échapper aux humeurs sombres de leur père, lui enseignant la géométrie et la physique par le biais du feutre et des billes d'ivoire. Edmund disait toujours que les meilleurs joueurs sont ceux qui peuvent imaginer des possibilités que personne d'autre ne voit, dit-elle doucement lors de leur 8e leçon, quand Sébastien lui demanda pourquoi elle semblait toujours trouver des solutions qui ne lui venaient jamais à l'esprit. Que le jeu ne concerne pas ce qui est, mais ce qui pourrait être si vous êtes prête à tout risquer sur un seul coup. Est-ce ce que vous faites? Demanda Sébastien, observant son visage avec une intensité qui la rendit soudainement mal à l'aise. Voir des possibilités impossibles. Je l'ai fait une fois, répondit-elle, se concentrant sur la table plutôt que de croiser son regard. Avant d'apprendre que le monde a des idées très étroites sur ce qui est possible pour les gens comme moi. Peut-être que le monde a besoin d'une meilleure imagination, dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui la fit lever les yeux. La fit rencontrer son regard et y voir quelque chose qui ressemblait presque à du respect, à une véritable estime, plutôt qu'à de la condescendance aristocratique. La proximité physique requise pour une instruction correcte créa une tension qu'elle n'avait pas anticipée, des moments où elle devait ajuster sa posture, ou corriger sa prise, et où ses mains effleuraient son manteau, où il se penchait près pour voir l'angle qu'elle démontrait, et où elle captait l'odeur de son eau de Cologne mêlée à la poussière de craie, où leurs regards se croisaient par-dessus la table et se maintenaient juste un instant de trop, avant que l'un d'eux ne détourne les yeux. Il y eut cette leçon où elle s'étira trop loin sur la table pour démontrer un coup particulièrement difficile et perdit l'équilibre, et Sébastien la rattrapa avant qu'elle ne puisse tomber. Ses mains fortes et stables sur sa taille, et ils se figèrent tous les deux dans cette position, le souffle coupé, aiguement conscient de la chaleur de son contact à travers le tissu fin de sa robe de jour. Il la relâcha immédiatement, reculant avec des excuses qui sonnaient presque étranglées, et elle s'était détournée pour cacher la rougeur de ses joues, se disant que son cœur, qui battait la chamade, était simplement dû au choc d'avoir failli tomber et à rien d'autre, certainement pas à la sensation de ses mains ou à l'inquiétude dans ses yeux. Elle commença à arriver en avance à leur leçon sans vraiment le vouloir, trouvant des excuses pour être dans la salle de billard avant l'heure convenue. Et elle remarquait que Sébastien était souvent déjà là, s'entraînant sur des coups qu'elle lui avait enseignés, ou simplement debout à la fenêtre, regardant les couleurs de l'automne s'intensifier dans les jardins.
Les domestiques commencèrent à apporter le service à thé sans qu'on le leur demande. Ayant remarqué que le duc et sa future duchesse passaient de plus en plus de temps ensemble dans l'aile est, et parfois les leçons se prolongeaient bien au-delà de l'heure prévue, tous deux réticents à quitter cet espace, qui était devenu en quelque sorte le leur, un sanctuaire loin des attentes et des performances requises partout ailleurs. Elle le surprenait parfois à la regarder, son regard suivant son visage alors qu'elle calculait les angles, et quand elle lui demandait ce qu'il regardait, il disait qu'il était fasciné par l'intelligence dans ses yeux, par la façon dont toute son expression changeait lorsqu'elle résolvait un problème complexe, et elle ne savait pas comment répondre à cela, alors elle retournait simplement à sa démonstration, essayant d'ignorer la chaleur qui fleurissait dans sa poitrine à ces mots. Il posait des questions sur sa vie avec une curiosité sincère, non pas les questions polies et superficielles de l'obligation sociale, mais un réel intérêt pour la façon dont elle avait géré un domaine, les stratégies qu'elle avait utilisées pour étirer des fonds insuffisants, ce que c'était que de porter une responsabilité que la société insistait qu'elle ne devrait pas avoir à supporter. Et elle se retrouva à répondre honnêtement, surprise de voir à quel point il était bon d'être vraiment entendu, d'avoir quelqu'un qui écoute ses réponses, se souvient des détails et pose des questions de suivi des jours plus tard. La salle de billard se transforma au cours de ces 6 semaines, passant d'un espace d'obligation à quelque chose d'entièrement différent, la lumière de l'après-midi filtrant à travers les hautes fenêtres, faisant danser les grains de poussière dans l'air, le clic rythmé des billes et le doux murmure du feutre devenant une sorte de musique, la poussière de craie marquant leurs doigts et parfois leur visage quand ils s'oubliaient assez pour repousser une mèche de cheveux sans réfléchir. Les feuilles d'or passèrent du vert à l'or, puis au cramoisi, l'automne s'installant sur Ashford Park avec une sorte de beauté qui semblait presque mélancolique. Et Béatrice s'arrêtait parfois au milieu d'une leçon pour regarder la vue. Pensant à quel point tout cela était temporaire, comment en moins d'1 an elle quitterait cet endroit et cet homme et retournerait à sa vie modeste. Et cette pensée n'apportait pas de soulagement, mais un vide qu'elle refusait d'examiner de trop près. Aucun d'eux ne reconnaissait ce qui se passait. Tous deux maintenant, la fiction que cela ne faisait que remplir les termes de leur accord, que l'aisance croissante entre eux n'était que le résultat naturel du temps passé ensemble, que la façon dont ils commençaient à anticiper les pensées de l'autre et à finir les phrases de l'autre n'était qu'une commodité plutôt qu'un lien. Mais les domestiques bavardaient et remarquaient la façon dont le duc souriait davantage pendant ces semaines qu'il ne l'avait fait au cours des 2 années écoulées depuis la mort de ses parents, remarquaient comment les aspérités de Mademoiselle Fairfax semblaient s'adoucir lorsqu'elle enseignait, comment parfois il les trouvait en train de parler longtemps après que la leçon aurait dû se terminer, assis sur le rebord de la fenêtre, avec des tasses de thé oubliées et refroidies, parlant avec le genre d'intimité qui suggérait qu'ils avaient oublié que quiconque d'autre existait. Les leçons devinrent le centre autour duquel leurs 2 journées tournaient, et Béatrice se surprenait à penser à Sébastien à des moments inattendus, se souvenant de quelque chose qu'il avait dit ou se demandant ce qu'il penserait d'un problème stratégique particulier, et elle se disait que ce n'était qu'un intérêt intellectuel, un investissement professionnel dans les progrès de son élève, et que cela n'avait absolument rien à voir avec la façon dont son cœur s'emballait quand elle entrait dans la salle de billard et le trouvait déjà là, l'attendant, son visage s'illuminant d'un sourire qui semblait destiné uniquement à elle, qui transformait ses traits aristocratiques en quelque chose de chaleureux, d'ouvert et d'une vulnérabilité poignante. La saison commença avec toute l'inévitabilité d'une tempête se formant à l'horizon, et leur retour à Londres ressembla à quitter un sanctuaire pour un champ de bataille, troquant l'intimité tranquille de la salle de billard d'Ashford Park pour le monde scintillant et vicieux de la société qui jugerait leur union avec le genre de cruauté avide qui passait pour du divertissement parmi l'aristocratie. Béatrice passa la matinée du bal Whitmore à construire une armure de soie et de baleine,
sa femme de chambre lui serrant le corset si fort que respirer devint un effort conscient, arrangeant ses cheveux en des boucles élaborées qui ressemblaient à une couronne d'épines, attachant des bijoux empruntés au coffre de la famille de Sébastien, qui pesait aussi lourd que des chaînes autour de son cou, et quand elle se regarda enfin dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui la regardait. Tout en posture parfaite et en calme forcé, chaque centimètre la duchesse qu'elle prétendait devenir. Sébastien l'attendait en bas des escaliers, d'une beauté ravageuse dans ses vêtements de soirée, et quelque chose vacilla dans ses yeux quand il la vit, quelque chose qui aurait pu être de l'admiration ou de l'inquiétude. Et il lui offrit son bras avec le genre de courtoisie formelle qu'ils avaient abandonné pendant leurs semaines au domaine, tous deux retombant dans le mode de la performance aussi facilement que s'ils enfilaient des masques. La salle de bal des Whitmore scintillait de ce qui devait être 1 millier de bougies, toute cette flamme et ce cristal créant une atmosphère à la fois magnifique et suffocante, l'air épais de parfums coûteux et du poids du jugement. Et au moment où ils furent annoncés, Béatrice sentit l'attention de toute la pièce se fixer sur eux comme une pression physique, sentit les murmures commencer immédiatement, un fond constant de méchanceté sous la musique orchestrale qui lui donna envie de se retourner et de fuir vers la calèche. La mâchoire de Sébastien se crispa, mais son expression resta celle d'un calme ducal. Ce masque aristocratique qu'il portait si bien, et il la guida dans la salle de bal avec une main au creux de son dos, un contact à la fois possessif et protecteur, la revendiquant comme sienne devant tous ceux qui s'étaient rassemblés pour assister à leur première apparition publique depuis le scandale. Les murmures les suivaient comme un sillage, coupant et cruel, comme la société excellait à l'être, des spéculations sur le fait que le duc avait perdu un pari ou la raison, que mademoiselle Fairfax l'avait réellement piégé, ou que c'était une blague élaborée qu'il n'était pas assez sophistiqué pour comprendre, et Béatrice garda le menton haut et son expression sereine, même si chaque commentaire acéré atterrissait comme un coup physique. Ils n'avaient passé que peut-être 20 minutes dans la soirée, acceptant les félicitations de ceux qui étaient assez courageux ou curieux pour les approcher directement, quand Lady Henrietta Tilney se matérialisa de la foule comme une vipère particulièrement élégante, tout en boucles dorées, en soie bleu pâle, et avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux couleur de glace. « Comme c'est extraordinaire, mademoiselle Fairfax » dit Henrietta, sa voix juste assez forte pour que les personnes à proximité puissent entendre clairement, ou devrais-je dire, duchesse Ashford, bien que je suppose que nous devions attendre la cérémonie effective pour que ce titre soit vraiment le vôtre. La plupart des femmes attrapent des maris par la beauté ou la lignée, mais le billard en déguisement, quelle approche innovante! La cruauté calculée de la chose était à couper le souffle, livrée avec une telle douceur que toute objection semblerait être une réaction excessive, et Béatrice sentit Sébastien se raidir à côté d'elle, le sentit prendre une inspiration pour répondre avec ce qui serait probablement une défense cinglante. Mais elle parla la première, sa voix froide et stable malgré la fureur qui brûlait dans ses veines. « Lady Henrietta, dit-elle, je crois savoir que vous êtes célèbre pour votre jeu de cartes. Devrions-nous tester si votre habileté correspond à votre confiance en votre jugement? » Le défi resta en suspens dans l'air un instant, et Béatrice vit la surprise vaciller sur les traits parfaits d'Henrietta, vit le calcul alors que l'autre femme décidait d'accepter ou de battre en retraite, puis le sourire d'Henrietta s'aiguisa en quelque chose de prédateur. « Le whist, dit-elle. Mon frère Charles et moi contre vous et le duc, à moins bien sûr que la perspective ne vous semble trop intimidante. » La main de Sébastien se resserra brièvement dans le dos de Béatrice, une question et une offre de soutien, et quand elle le regarda, elle ne vit pas d'inquiétude, mais quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté, comme s'il avait attendu de voir si elle se défendrait ou se soumettrait à la cruauté de la société. « Montrez-nous le chemin, » répondit Béatrice, et elle suivit Henrietta à travers la salle de bal
jusqu'à l'endroit où des tables de jeu avaient été installées pour ceux qui préféraient les jeux d'adresse à la danse, aiguement conscientes de la foule qui les suivait, des conversations qui s'arrêtaient, alors que les gens réalisaient que quelque chose de divertissant allait se produire. Des aristocrates tournant autour comme des spectateurs à un duel. La table de jeu devint un champ de bataille. 4 chaises disposées avec une précision mathématique, Charles Tilney arrivant pour s'associer à sa sœur avec les mêmes yeux couleur de glace et la même expression calculatrice. Et alors qu'ils prenaient place, Béatrice sentit le poids d'une 50aine de personnes se pressant pour regarder, leur respiration et leurs murmures créant un son comme le vent avant une tempête. Sébastien s'assit en face d'elle, leurs regards se croisant un bref instant, et dans ce regard passa une conversation entière, une communication sans parole construite à partir de 6 semaines de leçons et d'une compréhension croissante. Et elle sut avec une certitude absolue qu'ils pouvaient le faire, que quoi que ce soit d'incertain entre eux, dans cette arène, ils étaient parfaitement assortis. La première main fut prudente, les 2 pairs testant les forces et les faiblesses de l'autre, mais dès la deuxième main, Béatrice se sentit tomber dans le rythme de la stratégie, lisant les cartes et les joueurs avec la même clarté géométrique qu'elle apportait au billard, calculant les probabilités et les indices psychologiques. Et elle réalisa que Sébastien faisait de même, qu'il pensait en parallèle, anticipant les mouvements de l'autre avec une précision déconcertante. Elle joua un cœur bas, et il comprit immédiatement sa stratégie, jouant dans son sens d'une manière qui préparait une séquence 3 levées plus tard. Et quand ils prirent cette levée, ainsi que les 2 suivantes, elle vit la surprise s'inscrire sur le visage de Henrietta, la première fissure dans ce calme parfait. Le jeu devint alors électrique, chaque carte jouée avec une tension croissante, la foule autour d'eux tombant assez silencieuse pour que Béatrice puisse entendre le murmure du carton contre le feutre, puisse entendre la respiration de Sébastien se synchroniser avec la sienne, puisse sentir l'électricité entre eux monter à chaque jeu réussi. Ils communiquaient sans mots, un regard ou un léger changement de posture en disant long, la pensée stratégique de Béatrice complétant les risques calculés de Sébastien, d'une manière qui les rendait plus que la somme de leur partie. Et elle sentit quelque chose de féroce et de joyeux monter dans sa poitrine, le pur plaisir d'un partenariat parfait, d'être vraiment vue et assortie par quelqu'un qui comprenait non seulement le jeu, mais aussi le fonctionnement de son esprit. À la dernière main, l'issue était inévitable, Béatrice et Sébastien ayant une avance suffisante pour que même un jeu brillant ne puisse sauver les frères et sœurs Tilney, et quand Béatrice joua la dernière carte qui scella leur victoire, la foule éclata en applaudissements et en spéculations, les voix s'élevant avec le genre d'excitation qui vient du témoignage de quelque chose d'inattendu et de tout à fait divertissant. Le visage d'Henrietta était devenu pâle sous sa poudre, et Charles avait l'air furieux, mais Sébastien souriait, sincère et sans défense d'une manière que Béatrice n'avait vue que lors de leur leçon privée, et avant qu'elle ne puisse s'en empêcher, elle lui sourit en retour, partageant ce moment de triomphe avec la seule personne qui pouvait pleinement apprécier ce que cela signifiait. « Ma duchesse n'a besoin de piéger personne, » dit alors Sébastien, sa voix portant à travers l'espace soudainement silencieux, destiné à la foule, mais ses yeux fixés sur Henrietta. Elle les bat simplement honnêtement, une stratégie que je vous recommande d'envisager. Lady Henrietta. La réprimande était dévastatrice précisément parce qu'elle était livrée sans colère, simplement un fait énoncé avec une certitude aristocratique. Et Béatrice vit Henrietta tressaillir comme si elle avait été frappée, vit la façon dont les gens commençaient à murmurer avec de nouvelles spéculations, réévaluant peut-être si le choix inhabituel d'épouse du duc pourrait en fait être un mariage brillant plutôt qu'un scandale à plaindre. Le reste de la soirée se passa dans un flou de félicitations et de questions curieuses. L'attitude de la société changeant avec la vitesse mercuriale qui caractérisait leur monde, et quand ils s'échappèrent enfin dans leur calèche aux premières heures du matin,
Béatrice se sentit épuisée d'une manière qui n'avait rien à voir avec la fatigue physique et tout à voir avec la performance émotionnelle requise par la guerre sociale. L'intérieur de la calèche était intime et sombre, éclairé uniquement par les lampes à gaz qui passaient et envoyaient des motifs de lumière changeants sur le visage de Sébastien, alors qu'ils se balançaient au gré du mouvement sur les pavés. Et le silence entre eux semblait lourd de tout ce qu'ils ne disaient pas. De l'électricité qui s'était accumulée pendant la partie de cartes et qui n'avait nulle part où aller maintenant qu'ils étaient seuls. « Vous avez été magnifique ce soir ?» dit enfin Sébastien, sa voix basse et rauque dans l'obscurité. « La façon dont vous avez lu cette dernière main, la façon dont vous avez anticipé le jeu de Charles, 3 levées à l'avance, c'était extraordinaire. » « Nous avons fait une bonne équipe, » répondit Béatrice, essayant de garder sa voix stable, essayant de maintenir la distance prudente qu'ils avaient abandonnée pendant le jeu, mais qui semblait nécessaire maintenant dans cette intimité dangereuse. « C'est vrai, » dit Sébastien, et elle pouvait le sentir se rapprocher avant même de le voir, pouvait sentir le changement dans l'air entre eux. En tout, pas seulement aux cartes ou au billard, mais en tout, Béatrice, nous sommes parfaitement assortis, et je pense que vous le savez aussi bien que moi. Sa main se leva pour lui prendre le visage, chaude et douce, et pendant un moment, à bout de souffle, elle se laissa aller à ce contact, se laissa sentir la justesse de la chose, la façon dont son corps semblait reconnaître le sien comme quelque chose d'essentiel, et quand son pouce effleura sa pommette, elle sentit son souffle se couper, sentit ses yeux commencer à se fermer, alors qu'il se penchait plus près. Mais alors la réalité revint en force, froide et inéluctable, le souvenir de leur accord et la nature temporaire de cet arrangement, et elle recula brusquement, se pressant contre le siège opposé, sa voix tremblante quand elle parla. « Sébastien, nous nous sommes mis d'accord, » dit-elle, détestant la façon dont ses mots tremblaient, détestant la douleur qui traversa son visage. « Anne, nous nous sommes mis d'accord pour 1 an, puis la séparation, ce n'est pas, nous ne pouvons pas. Vous avez raison, » dit-il, se retirant immédiatement. Sa voix rauque de ce qui aurait pu être de la douleur ou de la frustration, ou les deux. « Pardonnez-moi, je me suis oublié. » Le froid s'engouffra entre eux, remplissant l'espace où la chaleur avait été quelques instants auparavant, et ils restèrent assis, rigides, sur des sièges opposés, tous deux regardant obstinément par leurs fenêtres respectives, tandis que les rues de Londres éclairées au gaz défilaient, le monde public continuant à l'extérieur de leurs moments privés de perte. Béatrice sentit les larmes menacées et les repoussa par pure volonté, refusant de pleurer devant lui, refusant de reconnaître ce qu'elle venait de rejeter, ou pourquoi ce rejet ressemblait à arracher quelque chose de vital de sa propre poitrine. Le trajet en calèche dura peut-être 15 minutes de plus, mais parut des heures. Chaque seconde alourdie par les choses qu'ils ne disaient pas, par les sentiments qu'ils ne reconnaissaient pas, et quand ils arrivèrent enfin à la maison de ville, ils se séparèrent immédiatement, Sébastien murmurant quelque chose à propos d'une correspondance qui nécessitait son attention et disparaissant dans son bureau, Béatrice fuyant dans ses appartements où elle se laissa enfin pleurer, des larmes de colère qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer, pleurant quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment eu et ne pourrait jamais se permettre de vouloir. Elle avait gagné ce soir, avait battu Henrietta et s'était prouvée digne aux yeux de la société, avait montré qu'elle et Sébastien pouvaient être des partenaires parfaits quand ils le voulaient. Mais la victoire semblait creuse, car elle ne faisait que rendre plus clair ce qu'elle perdrait à la fin de leur année, ne faisait que souligner à quel point ils s'accordaient bien et combien il était impossible de croire qu'un accord aussi parfait puisse être autre chose qu'une convenance temporaire. Les bijoux empruntés semblaient lourds autour de son cou alors qu'elle les enlevait, les remettant dans leur écrin de velours. Et elle pensa que tout cela était emprunté, temporaire, une performance qui prendrait fin lorsque le rideau tomberait enfin, et elle se dit que maintenir leurs limites était nécessaire, était de l'autoprotection, était le seul moyen de survivre à la séparation inévitable,
sans être détruite par elle. Mais alors qu'elle se couchait et d'écouter les bruits de la maison qui s'apaisait autour d'elle, elle pouvait encore sentir le fantôme de sa main sur son visage, pouvait encore voir la douleur dans ses yeux quand elle s'était retirée, et elle se demanda si se protéger de la douleur future valait la douleur présente qui semblait la vider de l'intérieur, la laissant vide d'une manière qui semblait pire que n'importe quel scandale ou ruine n'aurait pu l'être. 3 jours avant leur premier anniversaire, qui était aussi 3 jours avant que leur séparation convenue ne se transforme de futur théorique en réalité présente, Béatrice se retrouva dans le bureau de Sébastien à la recherche d'un livre qu'il avait mentionné lors du dîner de la veille, un traité sur l'innovation agricole qui, pensait-elle, pourrait l'aider à gérer le petit domaine de sa famille une fois qu'elle y retournerait, et elle cherchait sur les étagères près de son bureau quand elle renversa une pile de papiers qui se dispersèrent sur la surface en cuir comme des preuves lors d'un procès. Elle se pencha pour les ramasser automatiquement, n'ayant pas l'intention de lire une correspondance privée, mais le nom de sa propre famille attira son œil sur un document, puis elle vit la signature de son père, et la confusion se mua en une horreur glaciale, alors qu'elle commençait à comprendre ce qu'elle regardait. Les papiers racontaient une histoire en langage juridique et en chiffres financiers, une histoire sur une entreprise commerciale entre leur père, 15 ans plus tôt, sur de l'argent que le père de Sébastien avait emprunté au sien et n'avait jamais remboursé avant la mort des 2 hommes, sur des dettes qui allaient dans les 2 sens, des obligations qui auraient dû s'annuler par un règlement mutuel. Ses mains tremblaient en lisant document après document, voyant avec une clarté terrible que Sébastien avait toujours su, qu'il aurait pu déclarer les dettes nulles par compensation, qu'il avait choisi à la place de maintenir l'obligation de sa famille sur eux comme une épée, tout en oubliant commodément la contre-dette de sa propre famille. Il avait orchestré toute la situation, avait su que la pression finirait par forcer une sorte de confrontation, avait attendu qu'elle vienne à lui, désespérée et suppliante, et chaque moment de l'année passée sembla soudainement souillé, contaminé par cette tromperie fondamentale qui empoisonnait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle était toujours là, les papiers serrés dans ses mains tremblantes. Quand Sébastien entra dans son bureau et s'arrêta net sur le seuil, son visage devenant blanc en voyant ce qu'elle tenait, en voyant l'expression sur son visage qui devait communiquer sa compréhension et sa fureur. « Vous saviez, » dit-elle, sa voix étonnamment stable malgré la façon dont tout son corps tremblait. « Avant le club, avant tout, vous saviez que vous pouviez annuler ces dettes. » « Oui, » répondit-il, et au moins il n'insulta pas son intelligence en essayant de le nier, mais son aveu ressembla à une autre trahison, la confirmation que tout ce qu'elle avait commencé à croire à son sujet était construit sur des mensonges. Toute cette année, continua-t-elle, entendant sa voix devenir froide et distante, la demande en mariage, les leçons, tout cela n'était que manipulation. J'ai été une idiote de penser que quoi que ce soit était réel. « Vous n'avez jamais été une idiote, » dit-il, faisant un pas dans la pièce, son contrôle aristocratique se fissurant pour montrer quelque chose de désespéré en dessous. « C'est moi, j'ai été l'idiot. Béatrice, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. » Elle rit alors, un son amer qui lui fit mal à la gorge. « Expliquez quoi? Que vous avez pris ma famille en otage pour votre propre amusement, que vous avez manipulé une femme désespérée pour la forcer à un faux mariage parce que cela vous divertissait, que tout ce que je pensais grandir entre nous n'était qu'une autre stratégie dans le jeu que vous jouiez. Je vous ai vu il y a 2 ans, dit-il, les mots se bousculant maintenant comme s'il ne pouvait les contenir. Au domaine de Dashwood, vous étiez dans le jardin en train de lire Descartes, et vous avez ri à quelque chose sur la page. Et je n'ai pas pu cesser de penser à vous, au genre de femme qui lit de la philosophie dans un jardin et trouve cela amusant plutôt que fastidieux. Ne faites pas ça, dit-elle, la fureur montant assez chaude pour consumer la glace. Ne romantisez pas votre cruauté. Ne prétendez pas que c'était une grande passion, alors que ce n'était que manipulation et contrôle. Ce n'était pas de la romance. Acquiesça-t-il,
et sa voix se brisait maintenant, son calme aristocratique se fracassant complètement. C'était de la lâcheté. J'étais trop fier pour vous approcher correctement, trop arrogant pour imaginer qu'une femme de votre rang me considérerait. Un duc qui pouvait avoir n'importe qui, mais était terrifié d'être rejeté par la seule personne qui comptait vraiment. Quand j'ai appris l'existence des dettes, je me suis convaincu que j'aidais, que je créais une opportunité pour nous de nous rencontrer. « Aider !» répéta-t-elle, incrédule. « Vous avez pris ma famille en otage, vous m'avez forcé dans une position où je devais m'avilir, me déguiser et infiltrer un endroit où j'étais interdite, risquer tout juste pour attirer votre attention, et vous appelez ça aider. Je suis tombé amoureux de vous pendant notre 3e leçon, dit-il désespérément, se rapprochant malgré le fait qu'elle reculait. Quand vous avez expliqué la géométrie des angles impossibles, tout votre visage s'est illuminé, et j'ai su que je ne voudrais jamais personne d'autre, mais vous aviez été si clair que notre arrangement était temporaire, et j'étais terrifié que si j'avouais, vous penseriez que c'était par obligation ou pitié plutôt qu'un sentiment sincère. Alors vous n'avez rien dit, dit-elle. Et les larmes coulaient maintenant sur son visage, bien que sa voix restât stable. Vous m'avez laissé croire que nous jouions un jeu avec des règles claires pendant que vous les réécriviez en secret. Vous m'avez laissé commencer à vous faire confiance, à m'attacher, tout en sachant que vous aviez tout construit sur la tromperie depuis le tout début. Oui, dit-il, et maintenant sa voix se brisait complètement. Je suis désolé. Je suis si désespérément désolé. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais s'il vous plaît, Béatrice, s'il vous plaît, laissez-moi essayer de réparer ça. Je ne sais pas si je peux pardonner cela, dit-elle, reculant vers la porte. Je ne sais pas si je peux faire confiance à la réalité de quoi que ce soit entre nous. Si un seul moment que nous avons partagé était sincère, ou si tout faisait partie de votre manipulation élaborée. Elle se tourna et s'enfuit avant qu'il ne puisse répondre, montant les escaliers vers ses appartements 4 à 4, et commença à faire ses bagages avec une détermination méthodique. Chaque vêtement plié une décision, chaque malle fermée une déclaration qu'elle ne resterait pas dans cette maison construite sur des mensonges une nuit de plus que ce qui était absolument nécessaire. Le tonnerre gronda au loin comme si le ciel lui-même répondait à la tempête émotionnelle, et à travers sa fenêtre, elle pouvait voir les nuages d'orage s'amonceler, transformant l'après-midi en un crépuscule prématuré. Sébastien apparut sur le seuil de sa porte, alors qu'elle fermait la dernière malle. Son visage montrant plus d'émotions brutes qu'elle n'en avait jamais vu là, tous ses masques aristocratiques arrachés pour révéler quelque chose de blessé et de désespéré. « S'il vous plaît, ne partez pas comme ça, » dit-il. « Restez. Parlons. Laissez-moi trouver un moyen de vous prouver que ce que je ressens est réel, même si la façon dont nous avons commencé était mauvaise. » Mais elle ne pouvait pas rester, ne pouvait pas demeurer dans cette pièce qui lui avait semblé un sanctuaire, mais qui ressemblait maintenant à une belle prison, ne pouvait pas le regarder sans voir les preuves de sa tromperie éparpillées sur son bureau en bas. « La calèche attend, » dit-elle, sa voix plate et distante. Notre accord était pour 1 an. 3 jours de plus ne changent rien, sauf à prolonger l'inévitable. Quand elle se déplaça pour le dépasser dans l'embrasure de la porte, il lui attrapa le bras, doucement mais assez fermement pour l'arrêter, et elle vit des larmes dans ses yeux, ce qui la choqua, car elle n'avait jamais imaginé Sebastian Wentworth capable de pleurer. « Je vous aime, » dit-il, les mots arrachés de lui comme une confession. « Je sais que je n'ai aucun droit de le dire, je sais que j'ai perdu toute prétention à votre estime par ma propre lâcheté et ma manipulation. Mais c'est vrai, et ça l'a été depuis plus longtemps que je ne peux supporter de l'admettre. » Elle retira son bras, ne pouvait pas se permettre de s'adoucir, ne pouvait pas laisser ces mots pénétrer l'armure qu'elle construisait pour survivre à cela. « L'amour construit sur la tromperie n'est pas du tout de l'amour, » dit-elle. « C'est juste une autre forme de contrôle. » Elle passa devant lui alors et ne se retourna pas, même quand elle entendit ce qui aurait pu être un sanglot derrière elle, descendit les escaliers
et sortit là où la calèche attendait dans la tempête qui se préparait. La pluie avait commencé à tomber, froide et régulière, et les domestiques qui chargeaient ces malles se déplaçaient avec une efficacité triste, leur visage soigneusement neutre bien qu'elle sût qu'ils devaient avoir entendu au moins une partie de la confrontation. Alors que la calèche s'éloignait, elle regarda en arrière une fois et vit Sébastien debout sur le seuil, la pluie trempant sa chemise, car il n'avait pas pris la peine de mettre un manteau, son visage une étude de dévastation. Mais elle se força à se détourner, à regarder résolument devant elle la route qui l'éloignait de Londres et la ramenait au petit domaine où elle reconstruirait la vie qui serait possible après cette année de belles tromperies. Les larmes vinrent alors, rage et chagrin d'amour mêlés jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus distinguer l'un de l'autre, pleurant l'homme qu'elle pensait avoir commencé à aimer, le partenariat qu'elle avait commencé à croire réel, l'avenir qu'elle s'était permis d'imaginer malgré son bon sens, malgré tous ses murs soigneusement érigés et son autoprotection déterminée. La tempête correspondait à son humeur, la pluie martelant le toit de la calèche, le tonnerre roulant comme de l'artillerie, les éclairs illuminant la campagne en flashs saisissantes qui rendaient tout étrange et étranger. Elle pensa à la salle de billard d'Ashford Park, à la lumière de l'après-midi faisant danser les grains de poussière pendant qu'ils jouaient, parlaient et apprenaient lentement leurs histoires respectives, et ce sanctuaire semblait maintenant souillé, contaminé par la connaissance qu'il l'avait manipulé avant même leur rencontre, que son intérêt n'avait jamais été spontané ou sincère, mais plutôt calculé et contrôlé. Elle pensa à la partie de cartes au bal des Whitmore, à la synchronisation parfaite entre eux, à la communication sans parole et à la confiance absolue, et se demanda comment elle avait pu lui faire confiance si complètement, alors qu'il ne lui avait jamais vraiment fait assez confiance pour être honnête. Le pire n'était même pas la tromperie elle-même, mais ce qu'elle révélait de son caractère fondamental. Que face à quelque chose qu'il voulait, son instinct était de manipuler et de contrôler, plutôt que de risquer une véritable vulnérabilité, d'orchestrer les circonstances plutôt que d'approcher honnêtement et d'accepter un éventuel rejet. Elle avait passé l'année écoulée à abaisser lentement ses murs, à se permettre lentement de croire que peut-être cet arrangement temporaire pourrait se transformer en quelque chose de réel, à apprendre lentement à faire confiance à nouveau après les trahisons de son père et la mort de son frère, et maintenant, elle se sentait stupide d'avoir cru quoi que ce soit, d'avoir imaginé qu'un duc aristocratique pourrait sincèrement se soucier d'une femme de moyens modestes et à la réputation scandaleuse, au-delà de l'amusement ou de la commodité qu'elle pouvait lui procurer. Le voyage jusqu'au domaine de sa famille dura 6 heures par un temps de plus en plus mauvais, et quand elle arriva, elle était épuisée d'une manière qui allait bien au-delà de la fatigue physique, vidée par la violence émotionnelle et l'effort de se maintenir, alors que ce qu'elle voulait vraiment, c'était de voler en éclats. Charlotte l'accueillit à la porte, clairement choquée par son arrivée précoce et inattendue, et jeta un regard au visage de Béatrice avant de la prendre dans une étreinte qui brisa enfin son calme soigneusement entretenu. Elle sanglota contre l'épaule de sa sœur, de grands sanglots saccadés qui semblaient pouvoir la déchirer, pleurant pour tout ce qu'elle avait perdu et tout ce qu'elle n'avait jamais vraiment eu, et Charlotte la serra simplement sans poser de questions, comprenant d'une manière ou d'une autre que les explications pouvaient attendre que Béatrice soit capable de les fournir. Cette nuit-là, Béatrice était allongée dans sa chambre d'enfant, dans un lit qui semblait trop petit après les luxueux appartements de la maison de ville et du domaine de Sébastien, écoutant la pluie continuer son assaut contre les fenêtres, et elle pensa à Sébastien seul dans son bureau, entouré des preuves de sa tromperie, peut-être debout devant la cheminée où il avait brûlé ses reconnaissances de dette dans ce qu'elle avait cru être un acte de générosité, mais qu'elle comprenait maintenant comme une autre manipulation, une autre façon de la lier à lui par la gratitude plutôt que par l'obligation. Elle se demanda s'il souffrait comme elle
ou si le privilège aristocratique l'avait immunisé contre la douleur sincère, si ses larmes avaient été réelles ou juste une autre performance destinée à susciter sa sympathie, et elle détestait de ne pas pouvoir en être certaine, que sa tromperie avait empoisonné même ses souvenirs, la faisant douter de chaque moment de tendresse, de chaque rire partagé, de chaque instant de ce qu'elle avait cru être un lien sincère. Le premier anniversaire passerait dans 3 jours, et selon leur accord, ils se sépareraient alors discrètement. Et ce qui aurait dû être un soulagement ressemblait plutôt à une blessure qui ne guérirait jamais complètement, comme perdre quelque chose d'essentiel même si elle ne l'avait jamais vraiment possédé. Elle avait gagné au billard cette nuit-là, à l'Atherton Club, avait battu Sebastian et remporté sa victoire. Mais maintenant, elle comprenait qu'elle avait perdu quelque chose de bien plus précieux dans le processus, avait troqué son cœur contre l'illusion d'un partenariat, et aucune pensée stratégique ni aucun calcul géométrique ne pouvait résoudre ce problème, ne pouvait faire en sorte que les angles aboutissent à autre chose qu'à une perte. 2 semaines de gestion du petit domaine de sa famille, avec une détermination acharnée, n'avaient pas rendu Béatrice moins malheureuse, bien qu'elle se convainquît avec de moins en moins de succès que cette douleur creuse était préférable à vivre un mensonge, que la douleur nette de la séparation valait mieux que le poison lent de rester avec quelqu'un qui avait construit toute leur relation sur la manipulation et le contrôle. Elle se jeta dans la gestion du domaine avec une concentration presque maniaque, examinant les comptes, négociant avec les locataires et planifiant les rotations des cultures, tout pour éviter les moments d'immobilité où la mémoire l'assaillirait avec des images de la lumière de l'après-midi dans la salle de billard d'Ashford Park, avec le son du rire rare et sincère de Sébastien, avec la sensation fantôme de sa main frôlant son visage dans cette calèche avant qu'elle ne se retire. Charlotte la regardait avec des yeux inquiets, mais ne posa aucune question après cette première nuit d'explications sanglotantes, se contentant de rester près d'elle et de s'assurer que Béatrice mangeait au moins un repas par jour et dormait au moins quelques heures chaque nuit, bien que le sommeil fût tourmenté par des rêves qui la laissaient plus épuisée au réveil qu'elle ne l'avait été avant de se coucher. La pluie qui avait commencé la nuit de son départ de Londres avait continué avec une persistance obstinée, transformant les routes en boue et le ciel en un gris implacable, et Béatrice se retrouvait à regarder par les fenêtres, l'eau couler sur les vitres, pensant avec une ironie amère que même le temps semblait déterminé à refléter son paysage intérieur. Elle était dans l'ancien bureau de son père, en train d'examiner les rapports trimestriels quand Charlotte fit irruption sans frapper, son visage montrant un mélange compliqué de choc et de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir ou de l'inquiétude. « Il est là, » dit Charlotte à bout de souffle. Le duc, il est arrivé à cheval, seul, et Béatrice, on dirait qu'il a traversé l'enfer pour arriver jusqu'ici. Le premier instinct de Béatrice fut de refuser de le voir, d'envoyer un mot disant qu'elle ne recevait pas de visiteurs, de maintenir les limites qu'elle avait. J'avais tracé en quittant Londres, mais la curiosité et quelque chose de plus profond qu'elle refusait d'examiner luttèrent avec sa détermination, jusqu'à ce que la curiosité l'emporte de justesse. Elle se rendit à la porte d'entrée et trouva Sébastien debout sous la pluie, trempé malgré son manteau d'équitation, ses cheveux collés à sa tête, et son visage montrant un épuisement si profond qu'il frisait la dévastation. Et il ne ressemblait en rien à l'aristocrate poli qui avait rejeté sa demande cette première nuit à l'Atherton Club, mais plutôt à un homme dépouillé de tout artifice, réduit à quelque chose de brut et d'essentiel. « Je ne suis pas ici en tant que duc ou mari, » dit-il avant qu'elle ne puisse parler. Sa voix rauque comme s'il avait crié ou peut-être pleuré. « Je suis ici en tant qu'homme qui vous aime et qui a tout fait de travers, et je vous demande de me donner une chance de faire quelque chose de bien. Et vous pensez qu'une partie de billard va arranger ça, » dit-elle, essayant de maintenir sa colère, mais trouvant cela plus difficile que prévu face à sa souffrance évidente, face à son apparence défaite. « Non,
répondit-il. Mais c'est le seul langage dans lequel nous avons tous les deux été honnêtes, le seul espace où nous nous sommes jamais vraiment vus sans masque ni performance. Alors laissez-moi être honnête maintenant. Je vous aime, je vous ai libéré légalement. Il y a une fiducie irrévocable établie qui versera une rente à votre famille que vous restiez marié avec moi ou que vous ne me parliez plus jamais. Vous avez une vraie liberté maintenant, un vrai choix, et je vous demande de jouer pour 1 mois de votre temps. Laissez-moi vous faire la cour comme j'aurais dû le faire depuis le début. Laissez-moi prouver que ce que je ressens est sincère, même si la façon dont nous avons commencé était impardonnable. Elle aurait dû refuser, aurait dû le renvoyer, aurait dû se protéger de nouvelles blessures. Mais quelque chose dans ses yeux, quelque chose de désespéré et de sincère qu'elle n'y avait jamais vu auparavant, la fit hésiter. La fit se demander si peut-être ils n'étaient pas tous les deux assez brisés pour comprendre les blessures de l'autre. « Où ?» demanda-t-elle, et elle vit un soulagement si intense traverser son visage qu'il en parut douloureux. « Votre grange, dit-il. Là où votre frère vous a appris, là où tout a commencé avant que je ne le corrompe avec ma manipulation. J'ai préparé l'endroit, nettoyé la table. Tout ce que je demande, c'est que vous jouiez une partie avec moi. Si vous gagnez, j'organiserai notre séparation et je ne vous contacterai plus jamais. Vous serez libre de moi à tous égards. Si je gagne, vous me donnez 1 mois pour vous faire la cour correctement, sans obligation, sans dette, sans autre jeu que la quête honnête de votre cœur. » Elle étudia son visage, cherchant des signes de tromperie ou de manipulation, mais ne trouva que l'épuisement et un espoir désespéré. Et après un long moment, elle hocha la tête 1 fois, d'un geste sec et décidé. « Très bien, 1 partie. Mais Sébastien, si c'est une autre manipulation, je jure que je ne vous pardonnerai jamais. »« Je sais, » dit-il simplement. « Je compte là-dessus pour rester honnête. » Elle le suivit sous la pluie jusqu'à la vieille grange où Edmund lui avait appris à jouer, où elle n'était pas retournée depuis sa mort car il était trop douloureux d'entrer dans cet espace sans lui. Et quand elle poussa la lourde porte, elle s'arrêta, choquée par ce que Sébastien avait fait. L'espace poussiéreux et négligé avait été transformé. Des bougies installées sur toutes les surfaces disponibles projetaient une lumière chaude qui faisait danser les ombres sur les murs. La table de billard qui avait accumulé la poussière pendant 2 ans était maintenant nettoyée et restaurée. Le feutre brossé lisse et les poches vidées, la craie et les queues disposées avec un soin qui suggérait que cela comptait profondément pour lui. La pluie tambourinait sur le toit avec une insistance rythmique, créant un son intime qui semblait les isoler du reste du monde, et l'odeur du vieux bois et de la poussière de craie mêlée à la pluie ramena des souvenirs si intensément qu'elle dut s'appuyer contre le chambranle de la porte. « Vous avez fait ça ?» dit-elle, et sa voix sortit plus douce que prévu, trahissant à quel point elle était touchée par la tendresse évidente dans chaque détail, par le fait qu'il s'était souvenu que cet endroit comptait pour elle et l'avait honoré plutôt que d'essayer de le remplacer par quelque chose de plus grandiose. « Je l'ai fait, » confirma-t-il. « Parce que c'est ici que vous avez appris à voir des possibilités impossibles, où votre frère vous a appris que l'habileté importe plus que les circonstances, et je voulais vous rencontrer ici, à l'endroit où vous avez toujours été le plus vous-même, où aucun de nous ne peut se cacher derrière une performance aristocratique ou une attente sociale. » Ils prirent leur rang, leur position de part et d'autre de la table, et Béatrice sentit ses mains se stabiliser comme elles le faisaient toujours quand elle tenait une queue, se sentit s'installer dans cet élément où elle s'était toujours sentie la plus capable et la plus libre. Ils firent un tir de placement pour la casse, et sa bille s'arrêta plus près. Alors elle prit le coup d'ouverture, cassant avec une force contrôlée qui dispersa les billes sur le feutre avec des claquements satisfaisants. Le jeu se déroula dans un silence chargé, chaque coup calculé et exécuté avec l'habileté qu'ils avaient tous deux développée, et Béatrice se retrouva à tomber dans le rythme familier de la stratégie et de la géométrie, le monde se rétrécissant au feutre vert.
aux billes d'ivoire et à l'homme en face d'elle qui ne regardait pas la table mais son visage, sa concentration non pas sur la victoire, mais sur quelque chose d'entièrement différent. Ce fut serré, brutalement serré, se jouant sur les dernières billes avec seulement un point les séparant, et quand Sébastien aligna son dernier coup, elle vit avec une clarté soudaine qu'il utilisait une stratégie qu'elle lui avait enseignée, un renvoi non conventionnel sur 2 bandes que la plupart des joueurs n'auraient jamais tenté, voyant un angle qui n'était pas évident, mais qu'elle aurait choisi elle-même. La bille tomba proprement dans la poche de coin et la partie fut à lui, gagnée par ce seul point, et elle fixa la table, traitant non seulement sa défaite, mais ce qu'elle signifiait, ce qu'il venait de démontrer. « Vous m'avez laissé gagner », dit-elle lentement, non pas une question, mais une prise de conscience. « Au club, cette première partie, vous m'avez laissé gagner. » Il la regarda droit dans les yeux, sans évasion ni dérobade aristocratique. « C'est vrai, » dit-il. « Pendant environ 5 minutes, j'ai été l'imbécile arrogant que vous croyiez que j'étais, jouant nonchalamment et m'attendant à une victoire facile. Puis vous avez fait ce renvoi sur 3 bandes, des angles que je n'avais jamais envisagés, et j'ai cessé de me soucier de gagner. Je voulais juste voir ce que vous feriez ensuite. Je voulais regarder votre esprit travailler. Je voulais comprendre comment vous voyez des possibilités qui m'étaient invisibles. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, et sa voix tremblait maintenant, ses murs commençant à se fissurer. « Parce que vous regardez penser est la plus belle chose que j'ai jamais vue, dit-il, faisant un pas de plus, mais pas assez pour l'envahir, lui laissant l'espace de reculer si elle en avait besoin. Parce que vous voyez des angles que personne d'autre ne voit, au billard, dans la vie, en moi. Vous avez vu au-delà du duc l'homme qui était terrifié d'être insuffisant, qui avait joué selon des règles rigides toute sa vie, parce qu'il avait peur que la déviation ne révèle à quel point il était inadéquat. Vous m'avez appris à prendre des risques, à voir des stratégies non conventionnelles, à croire que les coups impossibles n'étaient que difficiles, plutôt qu'irréalisables, et quelque part dans ces leçons, je suis tombé amoureux de vous si complètement que tout le reste est devenu secondaire. J'ai eu tout aussi peur, dit-elle, et l'aveu ressembla à un saut d'une falaise, à une chute libre sans certitude d'atterrir en toute sécurité. Peur de croire que quelqu'un pourrait me vouloir pour moi-même, non pas pour ce que je pouvais fournir, gérer ou réparer, non pas comme une curiosité ou un amusement, mais comme quelqu'un qui valait la peine d'être choisi librement. Mon père a choisi le jeu plutôt que sa famille, mon frère est mort et m'a laissé. Et je me suis convaincu qu'être nécessaire était plus sûr qu'être désiré, parce que le besoin était quantifiable, mais le désir était terriblement subjectif. Alors soyons courageux tous les deux, dit Sébastien. Et maintenant, il se rapprocha, assez près pour qu'elle puisse voir la pluie couler encore de ses cheveux, puisse voir la vulnérabilité dans ses yeux qui correspondait à ce qu'elle ressentait. Choisissons-nous clairement, librement, en pleine connaissance de nos défauts, de nos peurs et de notre tendance à nous protéger en construisant des murs qui tiennent à distance la douleur, mais aussi la joie. Vous en demandez beaucoup, dit-elle, mais elle se déplaçait déjà vers lui, comblant déjà la distance entre eux avec des pas qui semblaient à la fois terrifiants et inévitables. « Je demande tout, » répondit-il, « parce que vous méritez quelqu'un qui le fera, parce que les demi-mesures, les limites prudentes et les arrangements temporaires ne suffisent pas pour ça, pas pour nous. » Elle l'embrassa la première cette fois, revendiquant son agence dans le choix de l'amour plutôt que de simplement accepter un sauvetage, se hissant sur la pointe des pieds pour presser ses lèvres contre les siennes, avec toute la faim désespérée de 2 semaines de séparation et de mois de déni, et elle sentit son immobilité un bref instant, comme s'il avait peur de bouger et de briser ce moment fragile. Puis ses bras l'entourèrent et il lui rendit son baiser avec une désespérante réciprocité, avec soulagement et joie, et quelque chose qui ressemblait à un retour à la maison après avoir été perdu pendant bien trop longtemps,
Ils pleuraient tous les deux quand ils se séparèrent enfin assez pour respirer, leurs fronts pressés l'un contre l'autre, ses mains agrippées à sa chemise trempée, et ses bras autour d'elle comme s'il ne la laisserait jamais partir. « 1 mois, dit-elle contre ses lèvres, essayant de maintenir un semblant de contrôle, même si tout son corps trahissait à quel point elle voulait s'abandonner. Pour me faire la cour correctement, pour prouver que c'est réel. J'aurais besoin d'au moins 3 mois, répondit-il, souriant contre sa bouche d'une manière qu'elle pouvait sentir plus que voir. J'ai l'intention d'être très minutieux. J'ai l'intention de vous faire la cour si correctement que vous n'aurez aucun doute sur mes intentions ou mon estime. La lueur des bougies rendait tout doux et indulgent. La pluie continuait sa percussion intime sur le toit, et il se tenait dans la grange où Edmund avait pour la première fois appris à Béatrice à voir des possibilités impossibles, où elle choisissait maintenant de croire en la plus impossible des possibilités. Que 2 personnes brisées pouvaient se trouver et construire quelque chose d'entier à partir de leurs dommages combinés. 6 mois plus tard, ils se tenaient dans la même grange, maintenant décorée de fleurs de fin de printemps, et remplie des quelques personnes qui comptaient le plus, et renouvelèrent les vœux qu'ils avaient initialement prononcés dans une église de Londres devant des centaines d'étrangers aristocratiques, mais cette fois, les mots signifiaient quelque chose de différent. Cette fois, ils se choisissaient en pleine connaissance, et avec une intention délibérée plutôt que par obligation ou convenance. Charlotte pleura pendant toute la cérémonie, des larmes de joie cette fois, et même la sœur de Sébastien, revenue de Bath, semblait émue par la dévotion évidente entre eux, par la façon dont ils ne cessaient de se regarder comme s'ils étaient encore étonnés de leur bonne fortune. Le petit déjeuner qui suivit était modeste, selon les normes aristocratiques, mais semblait plus authentique que n'importe quel grand bal, rempli de rires et d'histoires sur des leçons de billard qui avaient mal tourné et les terribles premières tentatives de Sébastien pour des coups non conventionnels. Et Béatrice était assise à côté de son mari, car c'était ce qu'il était vraiment maintenant, d'une manière qui dépassait les documents légaux, et elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis avant la mort d'Edmund, quelque chose qui aurait pu être la paix ou la croyance que le bonheur était possible et même durable. 6 ans après cela, 6 ans de partenariat sincère, de compréhension croissante et du genre d'amour qui vient du choix mutuel quotidien plutôt qu'unique, Béatrice se tenait dans la salle de billard d'Ashford Park par un après-midi ensoleillé et regardait Sébastien apprendre à leur fille de 5 ans, Arabella, comment tenir une queue correctement. L'enfant se tenait sur un tabouret pour atteindre la table, tout en boucles sombres, héritées de son père, et en intelligence vive, héritée d'eux, et elle expliquait d'un ton très sérieux qu'elle comprenait les angles et la géométrie, même si elle pouvait à peine atteindre l'autre côté du feutre. « Tu tiens trop serré ?» dit Béatrice, s'approchant pour ajuster les mains de Sébastien sur celles, plus petites, d'Arabella. Edmund disait toujours que la tension ruine la précision. Il faut être ferme, mais détendu. Il me semble me souvenir que vous m'avez dit la même chose lors de notre 4e leçon, répondit Sébastien avec un sourire qui faisait encore battre son cœur, même après toutes ces années. Juste avant que je ne réussisse ce massé impossible que vous juriez que je ne réussirais jamais. Tu l'as réussi parce que tu as finalement cessé d'essayer de tout contrôler et que tu as fait confiance à tes instincts, dit-elle, et elle déposa un baiser sur sa tempe, avec la manière affectueuse et facile d'un long partenariat. La même leçon s'applique à l'éducation des enfants, je suppose. Maman, dit Arabella, avec l'impatience d'un enfant qui sentait que les adultes s'éloignaient de sujets importants. Allez-vous m'aider à faire ce coup ou juste embrasser papa tout l'après-midi? Nous pouvons faire les deux, dit Sébastien solennellement. Votre mère et moi sommes excellents pour gérer plusieurs priorités simultanément. Ils se positionnèrent autour d'Arabella, la main de Béatrice sur celle de leur fille sur la queue, la main de Sébastien sur les leurs, et ensemble ils guidèrent le coup,
la bille de choc frappant juste et envoyant la bille cible rouler sur le feutre pour tomber dans la poche de coin avec un bruit sourd satisfaisant. Arabella poussa un cri de joie, sautant sur son tabouret avec la joie sans complexe d'un enfant qui n'avait pas encore appris à tempérer son enthousiasme, et Béatrice la rattrapa avant qu'elle ne puisse tomber, la faisant descendre avec un rire qui ressemblait à du pur bonheur. « C'est comme ça qu'on fait, » dit Sébastien, ébouriffant les boucles sombres de sa fille. « Les meilleures parties se jouant en partenaires, pas en adversaires, en travaillant ensemble vers des objectifs communs plutôt qu'en compétitionnant pour une victoire individuelle. Comme toi et maman, » dit Arabella, avec la franchise des enfants qui voient plus clairement que les adultes ne le souhaiteraient parfois. Vous êtes partenaires en tout, pas seulement au billard. Exactement comme ta maman et moi, confirma Sébastien, croisant le regard de Béatrice par-dessus la tête de leur fille avec une expression qui en disait long, qui parlait de gratitude, d'amour et de l'étonnement constant d'avoir réussi à se trouver malgré tous les obstacles qu'ils s'étaient eux-mêmes créés. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, faisant danser les grains de poussière dans l'air comme elle l'avait fait lors de ses premières leçons où ils étaient encore des étrangers négociant un arrangement temporaire. Mais maintenant, cette pièce était remplie de rire et d'un sentiment d'appartenance, de l'intimité facile d'une famille construite sur l'honnêteté, le choix et la décision quotidienne de voir la valeur de l'autre. Ce soir-là, après qu'Arabella fut au lit, Béatrice et Sébastien retournèrent à la salle de billard pour une partie à eux, une tradition qu'ils avaient maintenue au fil des ans car cet espace restait en quelque sorte sacré, un rappel de l'endroit où ils avaient appris à se voir vraiment. Ils jouèrent avec une familiarité confortable, n'ayant plus besoin de mots pour communiquer la stratégie, existant simplement ensemble dans le rythme qu'ils avaient construit par la patience, la pratique et la volonté de tenter des coups impossibles. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir être aussi heureuse, » dit Béatrice pendant une pause entre deux tours. Cette nuit-là, à l'Atherton Club, terrifiée et désespérée, je n'aurais pas pu imaginer que perdre à mon propre jeu me mènerait à gagner tout ce qui compte vraiment. « Vous n'avez pas perdu, » corrigea doucement Sébastien, s'approchant assez pour la prendre dans ses bras. « Vous avez gagné. Vous ne vous en êtes simplement pas rendu compte que bien plus tard, et je suis reconnaissant chaque jour que vous ayez été assez courageuse pour vous déguiser et infiltrer ce club, pour me battre au billard et me forcer à voir ce que j'avais été trop lâche pour poursuivre directement. » Ils restèrent ainsi un long moment, se balançant légèrement dans une étreinte qui n'avait besoin d'aucune musique, et par les fenêtres, le soleil se couchait sur les terres d'Ashford Park, peignant tout de nuances d'or et de cramoisi, et Béatrice pensa aux possibilités impossibles, à la femme qui avait cru que l'habileté était tout ce qu'elle avait à offrir, et à l'homme qui avait cru que le contrôle était le seul chemin vers la sécurité. Et comment ils avaient appris ensemble que les meilleures victoires étaient celles obtenues en partenariat, par la volonté d'être vulnérables, en se choisissant non pas une fois, mais continuellement, chaque jour, chaque coup impossible, chaque risque pris avec des mains stables et des cœurs assez courageux pour croire que certains jeux changent les joueurs de manière qui rendent la victoire et la défaite sans importance, par rapport à la joie de jouer ensemble.